Bonjour à tous, nous venons de voir que dans la subduction, la croûte océanique subissait des transformations à l'état solide qu'on appelle le métamorphisme et que ces transformations modifient la densité des roches. Et nous allons voir donc dans cette vidéo que ce changement de densité est à l'origine du moteur de la subduction. Vous êtes prêts? C'est parti! Allez, on ressent nos bons vieux schémas de première S. Voici le schéma représentant le fonctionnement d'une dorsale rapide type Pacifique. Donc que se passe-t-il au niveau d'une dorsale? On a une montée de magma suite à une fusion partielle de la péridotite mantélique. Ce magma va arriver au niveau de la dorsale dans une chambre magmatique et deux possibilités. Soit il sort rapidement en surface, va refroidir très vite, forme ce qu'on appelle des pillow lava in English. Des coussins de lave. Alors, c'est pas vraiment des coussins des oreillers comme nous on a en France, hein. C'est plutôt des grands tubes, des traversins, parce qu'en fait, ça coule, ça coule, ça coule, ça fait des tubes. Bref, des pilots lava en surface. On va avoir les dikes qui correspondent finalement aux intrusions de magma. Et nous allons avoir à la base donc, de la croûte océanique le fameux gabbro qui s'est formé par refroidissement lent dans la chambre magmatique. Donc, au niveau de cette zone, nous avons beaucoup de fissures et nous avons des intrusions d'eau. Cette eau, provenant de la mer, va bien sûr participer au refroidissement du magma, mais va, comme on l'a vu dans la vidéo précédente, modifier chimiquement les minéraux des roches pour, lors de l'écartement par rapport à l'axe de la dorsale de la croûte océanique, mettre en place un métamorphisme hydrothermal avec modification donc des éléments chimiques constituant les minéraux, à savoir introduction d'oxygène et d'hydrogène. Alors pour ceux qui ont oublié comment est-ce qu'on a su que là ça s'écartait, déjà faut pas sortir de Saint-Cyr pour comprendre qu'on a un machin qui arrive, il a besoin de place, alors il pousse les vieux sur les côtés. Et que la preuve, on l'a eu en 1963 avec Vine, Matthews et Mollally, qui ont prouvé donc l'écartement par rapport à l'axe de la dorsale des gabbros et des basaltes grâce au champ magnétique terrestre qu'ils enregistraient. Donc, je vous rappelle que les cristaux de magnétite vont s'orienter suivant le champ magnétique terrestre, mais quand la lave va être figée, ces cristaux vont être figés et vont donc enregistrer la trace du champ magnétique au moment de la formation de cette couche de gabbro-basalte. Et donc, en étudiant les inversions du champ magnétique, on a pu prouver le déplacement symétrique de part et d'autre de l'axe de la dorsale de la croûte océanique. Bon, vous allez me dire à quoi ça nous sert ça en TS? Ben, ça sert qu'on a besoin de ça pour comprendre le moteur de la subduction. On va reprendre un petit schéma vierge. Voilà, nous sommes ici à l'axe de la dorsale, 0 million d'années. Nous avons du magma qui monte, qui va perforer, qui va sortir. Et ce magma va produire des roches qui vont s'éloigner et on va travailler sur 60 millions d'années. Alors ici, j'ai représenté en rouge les isothermes, c'est-à-dire les lignes de température égales, 500 degrés, 1000 degrés, 1300 degrés. Et vous avez appris en première S que 1300 degrés, c'est la limite entre le manteau lithosphérique et la sténosphère. Je vous rappelle qu'ici, c'est une seule et même roche, la péridotite, sauf que là, elle est rigide, là, elle est ductile. Nous sommes ici dans le manteau supérieur, mais ce manteau supérieur est divisé en deux parties. Le manteau lithosphérique, puisqu'il est rigide, il va former un bloc, la lithosphère avec la croûte océanique, et dessous la péridotite ductile. Alors, pourquoi les isothermes ne sont-ils pas parfaitement horizontaux? Tout simplement parce qu'on a une boule de magma chaude ici qui remonte et qui va déplacer les isothermes vers la surface. Vous faites rentrer quelque chose de chaud dans quelque chose d'un peu moins chaud. Vous allez réchauffer le moins chaud et les lignes de température égale vont se déplacer. C'est un peu comme si je prenais un élastique et puis piou, je monte, piou, je pousse, je déplace. Mon doigt, c'est le magma chaud. L'élastique, c'est les lignes isothermes. Sauf que, voilà, moi je suis chaud. Là, 500 degrés, c'est plus pour moi. Quand j'arrive ici, supposons que mon doigt est à 1200 degrés. Quand il arrive ici, non, la ligne isotherme 500 degrés, elle n'est plus à 500 puisque j'ai chauffé, je suis à 1200. Donc la ligne isotherme à 500, elle se déplace, elle remonte vers le haut. Donc ici, les lignes isothermes sont déplacées. D'accord? Elles sont très proches de la surface au niveau de l'axe dorsale. Et on s'aperçoit que plus on s'éloigne, plus elles descendent en profondeur. C'est normal, on n'a plus de source de chaleur. Donc on refroidit. Donc la limite 500 degrés, elle est plus en profondeur. Je vous rappelle que
vers l'intérieur de la Terre, c'est beaucoup plus chaud. Donc dans la vidéo précédente, on a travaillé sur la subduction, on a terminé sur la densité des roches modifiées par la subduction. Et qu'est-ce qu'on a dit? Allez, croûte océanique, on sait qu'on a une densité de 2,9, c'est celle du basalte ou du gabbro. Sauf que voilà, on a appris manteau lithosphérique, nous avons une densité égale à 3,3, que ce soit donc au niveau de la lithosphère. Par contre, dans la sténosphère, vu que c'est un peu plus chaud, c'est un peu plus fondu, nous avons une densité un peu moins élevée qui est à 3,25. Donc vous voyez tout de suite quel va être le problème. Si on a quelque chose de plus dense au-dessus de quelque chose de moins dense, on se demande comment ça fait pour tenir. D'accord? Tout va dépendre de l'épaisseur de l'élément dense à porter. Si on se trouve ici à 40 km de la dorsale, ou à 65, ou à 80, vous voyez que la colonne de matière portée par la sténosphère n'est pas la même. Pourquoi? En raison de l'abaissement des isothermes, parce qu'on perd de la chaleur. Donc les 1300 degrés, pour les atteindre, si on était un petit bonhomme en surface, on veut atteindre les 1300 degrés, si on se trouve à 80 km de la dorsale, va falloir qu'on creuse un sacré bout de temps avant de les toucher les 1300 degrés. Par contre, si on est un petit bonhomme ici, à 40 km de la dorsale, vu que le magma, il n'est pas loin, l'isotherme 1300, il n'est pas profond. On n'a pas besoin de creuser profondément pour le trouver. Donc là, on a une colonne de matière qui est plus petite à 40 km qu'à 80 km. Et donc, cette asténosphère ne va pas devoir supporter la même pression. Et c'est justement un petit exercice qu'on peut vous demander de faire. On vous donne pour les différentes distances à la dorsale l'âge de la lithosphère océanique. On vous donne la première densité et on vous demande de calculer les autres. On vous donne densité de la croûte continentale 2,82, croûte océanique 3. Alors oui, je sais, je viens de vous dire 2,9. Bon, les scientifiques sont pas tous d'accord. On vous donne un exo. On vous impose une densité, vous la prenez. D'accord? Vous faites les calculs avec ça. Vous ne modifiez pas ce qu'on vous donne. Si on ne vous donne pas la densité de la croûte océanique, bien sûr, vous ressortez celle que vous avez apprise, c'est-à-dire 2,9. Mais si on vous impose D égale 3, vous prenez D égale 3. On vous impose manteau lithosphérique D égale 3,3 et densité de la sténosphère 3,25. Et on va vous demander de calculer l'épaisseur du manteau lithosphérique à toutes ces distances et d'en déduire la densité moyenne que l'on peut calculer, D2, D3, D4, D5, D6 au niveau du continent. Et on va vous demander de donner l'épaisseur de la sténosphère sous-jacente, c'est-à-dire celle qui se trouve dessous, qui va devoir porter ces fameuses colonnes à différentes distances. On va consigner tout ça dans un tableau. Alors, comment faire pour trouver l'épaisseur du manteau lithosphérique, c'est-à-dire le vert clair ici sur le schéma? Bon, c'est simple, on a la profondeur max, on a l'épaisseur de la croûte océanique qui est régulière. Il suffit de faire une différence. À 9 millions d'années, on est à 30 km de profondeur. On nous donne l'épaisseur constante de 6 km pour la croûte océanique. Vous allez me dire, ouais, mais nous, on a appris 7, on a appris 9, on a appris 10. Oui, on s'en fout, vous faites avec ce qu'on vous donne, on a dit. Alors, on vous dit croûte océanique, épaisseur constante de 6 km. Finalement, il suffit de faire 30 moins 6. Et on trouve 24, c'est l'épaisseur du manteau lithosphérique à 9 millions d'années. Si je vais à 16 millions d'années, je suis à 40 km de profondeur. Je fais donc 40 moins 6 et je vais trouver 34. Je vais à 25 millions d'années. Je suis à 50 km de profondeur. J'enlève la CO. Ça me fait 44. Bon, allez, on termine. À 100 millions d'années, 94. Et à 150 millions d'années, 114 km d'épaisseur. Maintenant, il faut qu'on calcule les densités. Ouais, on nous en donne une, il faut qu'on trouve les autres. Comment est-ce qu'on a fait pour trouver cette première densité D1 à 9 millions d'années? Réfléchissons. D1, c'est la densité moyenne de la lithosphère. Nous avons deux épaisseurs, la croûte océanique et le manteau lithosphérique. Nous allons donc devoir travailler avec ces deux densités. Pour trouver D1, j'ai besoin d'avoir la masse de croûte océanique, donc la densité fois la hauteur de la croûte océanique, plus la masse de manteau lithosphérique, la densité fois sa hauteur. Mais attention, tout ça,
ne me donne pas une densité, je vais devoir diviser par la hauteur totale. J'ai donc cette formule avec DCO, densité de la CO égale 3, la hauteur de la CO 6 km, pas oublier les unités, la densité du manteau océanique 3,3, la hauteur du manteau lithosphérique qui est variable, elle va être égale à la hauteur globale moins l'épaisseur de la croûte. Voilà pourquoi je vous ai fait calculer tout à l'heure toutes les épaisseurs du manteau lithosphérique. Et on va donc appliquer cette formule pour chaque distance. Donc finalement, mon inconnu dans cette équation, c'est la hauteur du manteau lithosphérique. Mais je vous l'ai fait calculer ici. Donc on n'a plus qu'à remplacer dans cette formule. On va pouvoir calculer D1, D2, D3, D4, etc. Donc je reprends mon tableau. D1, j'avais une épaisseur de manteau lithosphérique de 24 km. Je peux donc mettre ici, ça c'est connu 24, ça c'est connu 3,3, ça c'est connu 6, ça c'est connu 3, ça c'est connu, on me le donne, 30. J'ai plus qu'à appliquer, à calculer, et je vais trouver 3,240. Si je fais le même calcul à 16 km, je suis donc ici dans le calcul de D2. Mon épaisseur globale est de 40. J'ai dit mon épaisseur de manteau lithosphérique, c'est donc 40 moins 6, 34. Je connais donc maintenant ça pour D2, ça va être 34. Le reste, ça ne bouge pas, sauf là, je suis à 40. Finalement, ce ne sont que des calculs mathématiques tout simples. Et on va pouvoir obtenir les densités suivantes, à savoir 3,255 à 16 millions d'années, à 25 millions d'années, 3,264, à 100 millions d'années, 3,282, à 150 millions d'années, 3,285. Voici les densités moyennes calculées de la lithosphère en fonction de la distance à la dorsale. Maintenant, cette lithosphère repose sur une asténosphère qui a une densité constante. Par contre, elle va devoir résister. Et pour résister, il va falloir que ça s'équilibre. Donc, si à 9 millions d'années, j'ai une lithosphère qui fait 30 km d'épaisseur, mon asténosphère va devoir faire 30 km pour résister. Si à 16 millions d'années, j'ai 40 km de lithosphère océanique, mon asténosphère va devoir faire 40 km pour résister. Si j'ai 50, elle va devoir faire 50. Si j'ai 100, elle va devoir faire 100. Si j'ai 120, elle va devoir faire 120 km pour résister. J'ai donc avec l'éloignement à la dorsale et un épaississement de la lithosphère, un phénomène qui va arriver, c'est-à-dire que je vais avoir à un moment donné ma lithosphère qui va être plus dense que mon asténosphère. Et je vais avoir un décrochage. Et ça se passe ici. Regardez, là je suis à 3,25, là je suis à 3,255. Hein, allez, c'est kiff-kiff. Là par contre, je passe à 25 millions d'années. J'ai une lithosphère qui a une densité moyenne de 3,264 et qui repose sur une asténosphère qui a une densité plus faible. Donc en théorie, ce qui est plus dense doit passer sous ce qui est moins dense. Or, ça ne bouge pas. On n'a pas de décrochage. On a toujours une lithosphère plus dense qui appuie sur une asténosphère moins dense. Pourquoi? Parce que de chaque côté, vous avez ici quelque chose de moins dense qui va jouer le rôle d'un flotteur. Comme vous, vous êtes dans l'eau avec une bouée de secours. Alors, du côté de la dorsale, ça va être la croûte océanique récente. Et du côté du continent, ça va être le continent finalement qui va être beaucoup moins dense et qui va servir de flotteur. Mais imaginez maintenant qu'il y a des mouvements de compression qui entrent en jeu. Ça va fragiliser tout le système, ça risque de casser et si l'équilibre est rompu, ce morceau-là qui est plus dense, pouf, va s'enfoncer en profondeur et on va avoir plongement de la plaque océanique, on va avoir naissance d'une subduction. Et je vais vous emmener sur Tectoglobe, vous allez voir qu'en fait, plus une croûte océanique est ancienne, plus elle est lourde, dense, et plus elle va s'enfoncer rapidement. Et donc, plus une croûte océanique est ancienne, plus le pendage de Wadati-Benioff sera important. Vous savez, Wadati-Benioff, ceux qui ont découvert la ligne des séismes, qui ont prouvé l'enfoncement de la croûte océanique. À l'époque, on parlait que de croûte, on ne parlait pas de lithosphère. Donc, ils ont prouvé l'enfoncement de la croûte océanique sous la croûte continentale. Donc, plus la lithosphère est vieille, plus elle est lourde, plus elle va plonger à pic.
moins elle est lourde, c'est-à-dire moins elle est vieille, moins elle va s'enfoncer à pic. Elle va s'enfoncer, elle va avoir une certaine pente. Allez, on va voir ça. Voilà, nous sommes donc sur Tectoglobe. Je vais décaler le planisphère, hop, pour avoir le Pacifique bien au centre. Ce qu'on va faire, on va afficher les séismes, on va afficher les volcans, on va afficher l'âge des fonds océaniques. Voilà, donc si je mets l'échelle par là, donc tout ce qui est rouge super foncé, ben c'est la dorsale, c'est là où la lithosphère océanique se fabrique, la croûte précisément. Et donc on a un écartement, ici on arrive dans le bleu, et vous voyez que le bleu c'est super âgé, 154 millions d'années. Alors on va faire des coupes au niveau de deux zones de subduction. Une à ce niveau-là, où de la croûte océanique récente, donc de la lithosphère océanique récente, va s'enfoncer sous la lithosphère continentale. Et on va faire une coupe dans le bleu, là où de la lithosphère océanique très ancienne s'enfonce. Allez, on y va. Mode tracé d'une coupe. On nous fait une petite coupe perpendiculaire. Et voilà. Et elle s'affiche. Donc nous avons ici le profil de la lithosphère océanique et continentale. On repère tout de suite l'altitude de la cordillère des Andes. Et nous avons ici l'ensemble des séismes avec le plan de Wadati-Benioff qu'on va donc tracer. Voilà à peu près. Et si vous faites attention, donc Tectoglobe en bas de page vous donne le pendage du plan de subduction, c'est 20 degrés. Donc on va aller tracer une autre coupe. Prenons maintenant au niveau du Japon, voilà, dans ce coin-là. Allez, hop, pas tout à fait le Japon, un petit peu avant, on a une double subduction. Ici, on a donc bien de la croûte océanique très ancienne qui s'enfonce. Et voilà donc notre deuxième coupe. Et si on trace donc le pendage, on peut faire en fait une première direction. On a un pendage de 43 degrés. Et ensuite, paf, ça plonge à pic 85 degrés. Allez, si on fait une moyenne, on est à 69 degrés de pendage. Donc, vous voyez qu'ici, on a une lithosphère océanique très ancienne qui plonge avec un pendage élevé. Et ici, on a une lithosphère océanique plus récente avec un pendage beaucoup plus faible. Allez, on va essayer une troisième pour vérifier tout ça. On va se mettre ici, vers l'Indonésie. On y va. Et voilà, vous voyez que nous avons un pendage plus faible avec une croûte océanique plus faible. Nous sommes à 31 degrés. C'est bien ce que je vous disais. Plus la lithosphère océanique est ancienne, plus elle est métamorphisée, plus elle est dense et plus elle s'enfonce. Ici donc, nous avons une croûte océanique ancienne qui s'enfonce, schiste vert, schiste bleu, puis à partir du moment où on atteint les éclogites, c'est hyper dense, ça plonge à pic. Donc n'oubliez pas qu'au fur et à mesure qu'elle s'enfonce, la croûte océanique se modifie, change de densité. Voilà pourquoi on a un double pendage ici.